Adrienne Monnier, hommes italiens, à notre départ de Paris pour la Savoie, dans notre wagon dont les compartiments étaient pleins, il y avait debout dans les couloirs une douzaine d'Italiens, tous grands et beaux hommes. Une famille était descendue à la roche. 3 d'entre eux purent s'installer dans notre compartiment. 2 bruns aux traits énergiques et un blond superbe, une sorte d'Apollon à front bas avec un large regard où force et douceur disaient radieusement les noces de Jupiter et de Lacone. Cet Olympien s'installa en face de moi comme un grand bestiau. Apollon n'était-il pas aussi le dieu des troupeaux? Obligeante, un curé qui occupait le coin à se rencogner encore plus. Là, les jambes allongées et largement écartées, montrant le renflement de son sexe comme les femmes font valoir leur sein, les bras épais, nus, jusqu'au coude environnant ses tempes à la manière de la jeune parque. Il s'endormit, la bouche légèrement entr'ouverte. Il portait à sa ceinture, pendue après un cordon, une médaille de la Madone. Le curé, monsieur d'un certain âge, qui avait espéré, comme nous, se donner un peu d'aise après la descente de la famille à la roche, c'est là qu'il avait gagné son coin, n'était pas de ceux qui pratiquent le genre onctueux. Il s'absorba aussi renfrogné que rancogné dans la lecture de son Figaro. Un peu avant Dijon, vers midi, notre garçon s'éveilla. Comme il devait attendre le 3e service pour déjeuner, il sortit de sa poche une grande tablette de chocolat au lait qu'il mangea après en avoir aimablement offert à la ronde. Sylvia, qui sait un peu l'italien, se mit à causer avec lui. Il nous apprit qu'il était de Turin et qu'il venait de participer avec ses camarades à un match de football qui avait eu lieu à Orléans. Voilà qui expliquait la belle allure sportive de ces hommes. Son voisin de gauche, qui était de Sorrente, se trouvait assis à côté d'une charmante jeune femme, accompagnée d'une vieille gouvernante et de 2 enfants. Une jolie turbulente petite fille et un bébé placés dès le départ dans un hamac suspendu entre les barres des filets. À
côté de la gouvernante, il y avait le troisième compagnon, auquel je ne sais pourquoi nous ne demandâmes pas le nom de sa ville. On pensait en le regardant à un centurion le rire marquait son visage à la façon du souci. La jeune maman était donc encadrée par les trois Italiens. Pendant que le blond dormait encore, les deux bruns avaient entrepris de la distraire et de l'assister, bien accordés entre eux comme des danseurs, chacun faisant une démarche à son tour. Le centurion s'avisa d'abord que le bébé était tourné contre le filet de son hamac et que les cordelettes lui mordaient le visage. En effet, le bébé, qu'il redressa, avait les joues et le front aussi quadrillés qu'une gaufre. Il le coucha soigneusement sur le dos, comme le bébé revenait sans cesse à sa position favorite qui était sur le côté, un peu sur le ventre, ce qui lui mettait fatalement le visage dans le filet, le nez sortant par une maille. Les deux hommes à tour de rôle le replaçaient sur le dos, écartaient de son front les cheveux indociles et arrangeaient ses vêtements. Tout cela accompagné de sourires à la maman. Ils ne parlaient pas français, leur sourire n'en était que plus éloquent, ceux de l'amant possible et ceux aussi du mari et du père. La petite fille ne fut pas moins courtisée. C'est à qui des deux hommes ferait le mieux danser ses mains devant elle avec des ciao à n'en plus finir. Ce mot qui sonne pour nous à la chinoise ciao. Je ne pensais pas qu'on pût l'employer autrement que pour dire au revoir. Je l'avais entendu pour la première fois, il me semble, dans Le voleur de bicyclette. Mais sans doute arrive-t-il qu'on le dise aux petits enfants pour les faire jouer, comme nous leur disions « Tiens » ou « Attends ». En tout cas, le mot est heureux et mérite le premier rang de l'espéranto enfantin. En revenant du wagon-restaurant, nos Italiens découvrirent dans un compartiment voisin une autre petite fille parfaitement jolie et gracieuse, et sa maman tout aussi jeune et charmante que la nôtre. La petite fille allant et venant dans le couloir, il ne leur fut pas difficile de l'attirer vers eux. Elle n'entra pas et resta dans l'encadrement de la porte, prenant sa part des petites marionnettes et des ciao, et riant comme un ange. Sa maman vint la rejoindre et resta un long temps debout, à s'amuser du plaisir de sa fille. Vers elle aussi, naturellement, s'éleva tout un vol de sourires galants et honnêtes. Notre
Turinois suivait les choses en y participant de loin en loin, plutôt en spectateur souriant, lui aussi, mais autant à lui-même qu'aux autres. Passé bourg, un homme d'âge mûr vint faire visite aux 3 compagnons et s'assit même pour un petit quart d'heure à la place qu'un d'eux lui céda. Nous comprîmes que c'était leur manager. Très maestro, bien habillé, d'une juste corpulence, avec un visage aux paupières un peu lourdes et aux mots intelligentes. Le visage de qui n'a plus rien à apprendre du jeu de la vie. Ces hommes, comme tout Italien qui se respecte, étaient fort coquets, avec des gourmettes d'or au poignet, des bracelets montres aux courroies de cuir blanc, des cheveux arrangés avec art, des vêtements de bonne coupe, encore que d'un tissu plus fantaisie que chez nous. En les regardant, je réfléchissais, une fois de plus, à la gentillesse des Italiens, et particulièrement à leur naturel, qui est la vie à sa source. En même temps, tout son théâtre. Ce sont, à n'en pas douter, les gens les plus pratiques et les plus artistes de la terre. Personne ne connaît aussi bien la figure du génie de l'espèce et ne lui donne mieux l'attirail qui lui convient. Leur galanterie est exemplaire, si pressante qu'elle soit. Elle abandonne rarement un certain fond moral où l'idée de pater familias reste toujours présente, avec ce qu'elle comporte d'autorité, de responsabilité et de protection. Les anglo-saxons ont eux aussi ce sens de protection à l'égard des femmes, à condition toutefois qu'elles acceptent de se laisser protéger. Les Français, c'est plus compliqué. Nous les laisserons de côté pour cette fois. Mais aucun n'a l'étincellement des Italiens, qui est celui de l'amour fondateur des foyers. Il y eut au palais de Chaillot, pendant l'occupation, une séance où l'on nous fit voir des films documentaires italiens, tous remarquables, un surtout qui montrait des chevaux au temps de leurs amours. On voyait les étalons faire la cour aux cavales, leur crinière était un soleil, leurs yeux semblaient des étoiles, leur hennissement retentissait comme un grand rire, le feu courait dans tout leur corps et jaillissait
de leurs sabots. On ne pouvait rien imaginer de plus beau, de plus fabuleux. La caméra avait fixé un aspect de l'ardeur divine que les artistes italiens ont exprimé tant de fois dans leur peinture et dans leur musique. Notre voyage, en compagnie des aimables footballeurs, m'en rappela un autre, fort ancien, mais qui n'a jamais cessé de m'être présent. Nous revenions de vacances, maman, ma sœur et moi, par le train de Modane que nous avions pris à Chambéry. Maman était une jeune femme, et l'aînée des petites filles, c'était moi, avait 8 ou 9 ans. Dans notre compartiment se trouvait un Italien, jeune aussi, qui venait en France pour la première fois. Il parlait un peu le français et se mit aussitôt à converser avec nous. Pendant tout le trajet, il ne cessa de nous entourer d'attention, nous offrant fruits et bonbons et cherchant à nous amuser, tout en comblant de regards tendres maman qui rougissait parfois. Naturellement, il posait beaucoup de questions sur Paris et la vie qu'on y mène. Maman s'efforçait de lui répondre. Ils riaient, tous deux, de leur embarras à se faire comprendre. À notre arrivée à Paris, après avoir descendu les bagages et descendu les enfants, il se tint auprès de nous sur le quai jusqu'au moment où mon père vint nous rejoindre. Celui-ci le regarda avec un gros froncement de sourcils. Il y eut un silence, fort embarrassant. Mais l'Italien, sans rien dire, fit un geste vers lui qui signifiait « Voici votre bien » et il s'enfonça dans la foule. Maman, après cette rencontre, connut de grands moments de rêverie. Jusqu'à la fin de ses jours, elle ne mit jamais rien au-dessus des Italiens.